La queue. D'autres poètes ont chanté les louanges de l'œil doux de l'antilope et le beau plumage de l'oiseau qui jamais ne se pose. Plus terre à terre, je célébrerai une queue. La queue du cachalot commence à la partie du tronc effilé, à peu près comme la taille d'un homme. À sa surface supérieure, elle couvre un espace d'au moins 50 pieds carrés. Sa masse, compacte et ronde à la racine, s'allonge en deux larges et fermes palmes plates qui s'affinent graduellement jusqu'à n'avoir plus que 2 pouces d'épaisseur. À la jointure, ces palmes se superposent légèrement, puis se séparent l'une de l'autre en oblique, comme des ailes, laissant entre elles un large vide. Dans nulle chose vivante, il n'y a tant de beauté que dans les bords entrecroisés de ses pennes. Chez la baleine adulte, dans sa forme accomplie, la queue dépasse de beaucoup 20 pieds de large. La queue entière semble un lit épais de nerfs soudés en palme, et il se trouve qu'elle est formée de 3 stratifications différentes, celle de dessus, le milieu et celle de dessous. Celles du dessus et du dessous sont longues et horizontales, celles du milieu très courtes, cheminent en travers des couches extérieures. Cette construction d'une en 3 personnes donne autant qu'autre chose de la puissance à la queue. À qui étudie les vieux murs romains, leur couche médiane fournit un curieux exemple de brique alternant avec la pierre, ce qui, sans aucun doute, contribue à la grande solidité de la maçonnerie de ces merveilleuses reliques de l'Antiquité. Mais comme si la force tendineuse de cette grande masse n'y suffisait, le Léviathan tout entier est couvert d'une trame de chaînes et de fibres musculaires qui, passant de chaque côté des reins et descendant dans les pennes, se mêlent insensiblement à elles pour les renforcer. De sorte que toute la puissance de la baleine se trouve concentrée en un seul point, sa queue. Cette force étonnante n'empêche nullement la gracieuse flexibilité de ses mouvements. Une aisance enfantine joue dans le titanisme de cette puissance. Au contraire, ces mouvements y puisent même leur plus terrible beauté. La force véritable ne gâche jamais la beauté ni l'harmonie. Souvent même, elle les suscite et en chaque chose d'une imposante beauté, on trouve beaucoup de force alliée à la magie. Ôtons les tendons noueux d'un Hercule de marbre et son charme s'en ira. Quand Eckermann, le tout dévoué, souleva le suaire recouvrant le cadavre nu de Goethe, il fut pétrifié à la vue de la massive poitrine de l'homme, qui semblait un arc de triomphe romain. Lorsque Michel-Ange peignit Dieu le Père, remarquez la vigueur qu'il y mit sous forme humaine. Et quoique le Fils puisse révéler d'amour divin dans les doux, bouclés et hermaphrodites tableaux italiens, par lesquels son image a été incarnée avec le plus de succès, ces tableaux, aussi dépourvus qu'ils soient de force, ne suggèrent aucune puissance sinon celle toute négative de soumission féminine et d'endurance, qui sont exactement les particulières vertus qu'il prêchait. Telle est donc la subtile élasticité de l'organe dont je traite, que, brandi dans la colère ou dans n'importe quelle autre humeur, ses mouvements sont toujours empreints d'une incomparable grâce. Aucun bras de fée ne lui pourrait être comparé. 5 grands mouvements lui sont particuliers. Primo, lorsque la baleine progresse. Secondo, lorsqu'elle s'en sert de masse dans la bataille. Tertio, lorsqu'elle balaye. Quattro, lorsqu'elle joue. Quinto, lorsqu'elle plonge. Primo. La queue du Léviathan, se trouvant en position horizontale, agit d'une manière différente de celle des autres créatures de la mer. Jamais elle ne se tord. Chez l'homme comme chez le poisson, se tordre est un signe d'infériorité. Le seul moyen de propulsion de la baleine est sa queue. Roulée comme un parchemin en avant par-dessus son corps, puis rapidement relâchée en arrière, c'est elle qui donne ce singulier mouvement d'élancement au monstre lorsqu'il nage avec furie. Ses nageoires ne lui servent que de gouvernail. Secondo. Il est assez significatif que le cachalot, qui lutte contre un autre cachalot avec la tête et la mâchoire, se sert d'une façon méprisante de sa seule queue dans ses conflits avec l'homme. Lorsqu'il frappe un canot, il en éloigne ses pennes rapidement, comme un arc. Le coup n'est donné que par recul.
Quand la queue tombe de toute sa hauteur, le coup alors devient irrésistible. Aucune côte d'homme ni de canot n'y peuvent tenir. Le seul espoir qui reste est de l'éviter. Mais s'il arrive par le travers, l'eau formant tampon, la légèreté du canot et son élasticité lui permettent de s'en tirer avec une fêlure et le bris d'une ou deux planches. Mettons qu'une sorte d'intercostal en est l'habituel résultat. Ces coups de côté atténués par l'eau sont si souvent reçus dans la pêcherie qu'on les considère comme jeux d'enfants. Un des rameurs arrache son vêtement et le trou est bouché. Tertio. Je ne puis en faire la démonstration, mais il me semble que chez la baleine, le sens du toucher est concentré dans sa queue. Sa délicatesse, à cet égard, n'est comparable qu'à celle de la trompe de l'éléphant. Cette délicatesse est surtout sensible quand la baleine, avec la douceur d'une jeune fille, balaie lentement en balançant ses pennes immenses sur la surface de la mer. Et si ce ne sont là que moustaches de marin, alors qu'on y prenne garde. Quelle tendre douceur il y a dans ce toucher. Si la baleine avait un pouvoir de préhension, elle me ferait aussitôt souvenir de l'éléphant de Dormonodès, qui fréquentait le marché aux fleurs et qui, avec de profondes salutations, présentait des bouquets aux demoiselles et leur caressait la taille. Il est bien dommage que la baleine ne possède pas ce sens préhensif dans sa queue. Car j'ai entendu parler d'un autre éléphant qui, lorsqu'il était blessé dans la bataille, arrachait les dards en courbant sa trompe. Quarto. Supposons que, furtivement, vous surpreniez la baleine au milieu des mers solitaires, quand elle est en pleine sécurité. Vous la verriez alors dépouillée de son énorme majesté, et jouant dans l'océan comme un chaton dans les cendres d'un âtre. Mais dans ce jeu, sa force se montre encore. Les larges palmes de sa queue jouent haut dans l'air, puis, quand elles battent la surface, elles retentissent avec un bruit de tonnerre qui vole à plusieurs miles. Vous pourriez presque penser qu'on vient de tirer un gros coup de canon, et en remarquant à son autre extrémité la légère couronne de fumée de l'évent, vous pourriez presque croire que c'est la fumée du départ. Quinto. Puisque dans sa position ordinaire de flottage, le Léviathan a ses pennes considérablement enfoncées en dessous du niveau du dos, elles sont par conséquent hors de vue sous la surface de la mer. Mais quand il s'apprête à plonger, il les lance tout entières haut dans l'air, où elles restent un moment, vibrantes, jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans les profondeurs. Sauf la sublime Bridge, qui va être décrite par ailleurs, cette plongée des pennes de la baleine est peut-être la plus belle chose qui se puisse voir dans la nature animée. Des profondeurs sans fond, la gigantesque queue semble chercher spasmodiquement à saisir les hauteurs du ciel. Ainsi en rêve, j'ai vu le majestueux Satan tendre sa griffe tourmentée et colossale du glacial brasé de l'enfer. Mais tout dépend de l'humeur dans laquelle on se trouve quand on regarde de telles scènes. Si cette humeur est dantesque, vous pensez au diable. Si c'est celle d'Isaïe, vous pensez aux archanges. Debout au nid de pie de mon vaisseau, pendant un lever de soleil qui empourprait le ciel et la mer, je vis une fois à l'est un grand troupeau de baleines. Toutes filaient vers le soleil, et pendant un moment, j'entendis vibrer leurs pennes de concert. À ce moment, il me sembla que pareille vision de l'adoration des dieux n'avait jamais été vue, même en Perse, foyer des adorateurs du feu. Comme Ptolémée et Philopater témoigna pour l'éléphant africain, je porte témoignage pour la baleine, la déclarant le plus pieux des êtres, comme l'a fait le roi Juba pour les éléphants militaires de l'Antiquité, qui saluaient souvent le matin en dressant leur trompe dans le plus profond silence. La comparaison hasardeuse de ce chapitre entre la baleine et l'éléphant, pour autant qu'il s'agisse de la queue de l'une et de la trompe de l'autre, ne doit pas tendre à placer sur un pied d'égalité ces deux organes opposés, non plus que les créatures auxquelles ils appartiennent. Le plus grand des éléphants n'est qu'un terrier auprès du Léviathan, et comparé à la queue de ce dernier, la trompe de l'éléphant n'est que la tige d'un lys. Le plus terrible coup de la trompe d'un éléphant n'est que pichenette badine d'un éventail comparé à l'écrasement sans mesure des lourdes pennes du cachalot, qui, cela s'est vu souvent, vous ont projeté l'un après l'autre dans l'air des canots entiers, rames et équipages compris, de la même manière qu'un jongleur indien lance des balles.
Bien que toute comparaison entre la baleine et l'éléphant soit absurde, puisque dans le détail, l'éléphant se trouve vis-à-vis de la baleine dans la même position qu'un chien avec l'éléphant, on trouve néanmoins des similitudes curieuses entre eux, et parmi elles, celle-ci, le jet. C'est un fait connu que l'éléphant aspire de l'eau et la rejette souvent en poussière avec sa trompe. Plus je considère cette queue puissante et plus je regrette mon incapacité à la décrire. Il y a parfois des mouvements en elle qui honoreraient une main d'homme et qui restent inexplicables. De temps à autre, dans un grand troupeau, ces gestes mystérieux sont si remarquables que j'ai entendu des chasseurs déclarer qu'ils s'apparentent aux signes symboliques des francs-maçons et que, par ce moyen, la baleine conversait intelligemment avec le monde. Mais les mouvements pleins d'étrangeté ne manquent pas dans le corps de la baleine, et qui restent inexplicables pour le plus expérimenté de ses poursuivants. J'ai donc beau vouloir la disséquer, je ne puis pénétrer plus loin que sa peau. Et si je ne connais même pas la queue de la baleine, comment comprendrais-je sa tête, son visage, qu'elle n'a point de visage? Tu verras mon dos, ma queue, semble-t-elle dire, mais jamais tu ne verras ma face. Mais je ne peux même pas découvrir entièrement son dos, et je ne sais pas ce qu'elle veut entendre avec sa face. Je le répète une fois de plus, elle n'a pas de face. La Grande Armada. La longue péninsule étroite de Malacca, qui s'étend au sud-est des territoires de Birman, forme la pointe la plus méridionale de toute l'Asie. En ligne continue, prolongeant cette péninsule, les longues îles de Sumatra, Java, Bali et Timor, avec de nombreuses autres, forment un vaste môle, un rempart reliant l'Asie à l'Australie et qui divise le long océan Indien avec des archipels nombreux d'îles orientales. Ce rempart est coupé de plusieurs portes de sortie pour la commodité des vaisseaux et des baleines. Portes bien en évidence, parmi lesquelles le détroit de la Sonde est celui de Malacca. Les vaisseaux se rendant dans la partie ouest de la Chine sortent généralement par le détroit de la Sonde. Cet étroit passage sépare Sumatra de Java. Ce solide rempart d'îles est éperonné par le hardi promontoire verdoyant connu des marins sous le nom de Tête de Java, et qui est tout à fait comme la porte fortifiée de quelque vaste empire entouré de murs. Or, quand on sait quelles inépuisables richesses d'épices, de soie, de bijoux, d'or, d'ivoire recèlent les 1000 îles de la mer orientale, il semble bien en effet que la nature ait ainsi voulu les protéger contre l'avidité du monde occidental. Les côtes du détroit de la Sonde n'ont point de ces forteresses arrogantes qui gardent les entrées de la Méditerranée, de la Baltique et de l'Hellespont. Depuis des siècles, de jour et de nuit, une interminable procession de vaisseaux chargés des plus riches cargaisons de l'Est est passée, droit au vent, entre les îles de Sumatra et de Java. Contrairement aux Danois, les Orientaux n'exigent jamais de cette flotte l'obséquieux salut des pavillons amenés. Mais s'ils renoncent volontiers à ce genre de cérémonial, ils prétendent par contre à un droit de tribut plus solide. Depuis des temps immémoriaux, les pirogues des pirates malais, embusqués sous les ombres basses des golfes et des promontoires verdoyants de Sumatra, fondent sur les navires qui traversent les détroits, exigeant farouchement un tribut de la pointe de leurs lances. Grâce aux châtiments sanglants réitérés que leur ont infligés les matelots des croiseurs européens, leur audace s'est un peu tempérée récemment. Mais, de nos jours, nous entendons encore parler de vaisseaux anglais et américains qui ont été sauvagement abordés et pillés dans ces eaux. Avec un bon vent frais, le Pécode approchait maintenant de ces détroits. Achab avait projeté de passer dans la mer de Java et de remonter vers le nord, dans des eaux connues pour être fréquentées par le cachalot. Il projetait de longer ensuite les Philippines et de gagner la lointaine côte du Japon au moment de la grande saison baleinière en ces lieux. De cette façon, le Pécode, au cours de son périple, traverserait tous les parages à cachalots du monde entier avant de descendre vers l'équateur à travers le Pacifique. Et même si partout ailleurs il était déçu dans sa poursuite, Achab comptait fermement livrer bataille à Moby Dick, sur une mer
où on savait que ce monstre fréquentait à une époque où l'on pouvait raisonnablement s'attendre à le trouver. Pourquoi, dans ce tour du monde, Achab n'abordait-il jamais? Son équipage ne buvait-il donc que de l'air? Non. Depuis toujours, le soleil, dans son parcours rond, a couru dans son cercle ardent sans demander d'autre nourriture que les siennes propres. De même, Achab, un navire baleinier errant par le monde, ne porte aucune cargaison sauf des armes, son équipage et ce qui lui est nécessaire. Mais il contient tout un lac dans ses vastes cales. Il en est utilement lesté et non avec du plomb en barre. Il emporte de l'eau pour des années, de la bonne vieille eau claire de Nantucket que, pendant ses 3 ans de navigation dans le Pacifique, le Nantucket préfère comme boisson à l'eau saumâtre des ruisseaux péruviens ou indiens, apportés toutes nouvellement des Aiguades. Tandis que les vaisseaux pour aller de Chine à New York et retour sont contraints de toucher une vingtaine de ports. Le baleinier, pendant tout ce temps, peut faire sa route sans s'approcher de la moindre plage. Ces matelots n'ont pas vu d'autres hommes que des hommes de mer, comme eux-mêmes, flottants. Et si la nouvelle arrivait d'un nouveau déluge, ils pourraient dire seulement « Eh bien, les gars, nous sommes sur l'Arche ». Beaucoup de cachalots avaient été capturés sur la côte ouest de Java, dans le proche voisinage du détroit de la Sonde. Par surcroît, la plus grande étendue des parages voisins était généralement considérée par les pêcheurs comme un excellent endroit de croisière. Au fur et à mesure que le Pécode approchait du cap de Java, on hélait souvent les vigies pour leur recommander de bien veiller. Les falaises verdoyantes s'étaient montrées à tribord, et les narines réjouies avaient flairé dans le vent l'odeur de la cannelle fraîche. Mais aucun jet ne se montra. Renonçant donc à rencontrer du cachalot aux environs, le navire était déjà entré dans le détroit lorsque le cri joyeux accoutumé tomba d'en haut. Et bientôt, nous fûmes gratifiés du plus magnifique et singulier spectacle qui se puisse voir. Il nous faut d'abord dire que l'inlassable chasse dont on a poursuivi les cachalots sur les 4 océans les a forcés à se réunir. Ils ne voyagent plus en petites bandes comme ils faisaient jadis. Les troupeaux qu'on rencontre sont parfois si énormes qu'ils semblent être plusieurs nations de cachalots réunies par les serments d'aide mutuelle et de protection. Ainsi, vous pouvez parfois voguer pendant des semaines et des mois d'affilée dans les meilleurs endroits de chasse sans rencontrer un seul jet. Puis, brusquement, vous êtes salué par des légions et des légions. Des 2 côtés du vaisseau, à la distance de 2 ou 3 milles, formant un grand demi-cercle qui embrassait la moitié de l'horizon, une chaîne continue de jets montait et étincelait dans l'air de midi. Contrairement aux jets jumeaux de la vraie baleine, qui se divisent au sommet, retombant en branches fendues de saules, le jet simple du cachalot présente une épaisse touffe bouclée de brouillard blanc qui retombe toujours sous le vent. Vue des ponts du Pécode, cette foule de jets apparaissait montante en spirale, dans un air bleuté, semblable au jeu des 1000 cheminées d'une grande ville sous le regard d'un cavalier des collines par une douce matinée d'automne. Comme une armée serre ses ailes et devant un défilé dangereux de montagnes, presse le pas dans sa hâte de le franchir et de le dépasser pour pouvoir se déployer dans la sécurité relative de la plaine. La troupe des cachalots s'avançait en ramassant son demi-cercle. Toute voile dehors, le Pécode se hâta vers eux. Les harponneurs, portant leurs armes, poussaient de joyeuses clameurs du haut de leurs baleinières, encore pendues au bossoir. Ils étaient assurés que, si le vent tenait encore un peu, ils captureraient plusieurs bêtes de toute cette troupe. Peut-être que Moby Dick en personne se trouvait dans cette caravane compacte, comme l'éléphant sacré dans le cortège du roi de Siam. Qui pouvait le savoir? Aussi, bonnette sur bonnette, nous filions, chassant devant nous ces léviathans, lorsque tout à coup, la voix de Tachetegos retentit fortement pour nous recommander de faire attention à quelque chose dans notre sillage. Faisant pendant au croisant de l'avant, nous en vîmes un autre à l'arrière. Il semblait formé de vapeurs blanches séparées les unes des autres, qui s'élevaient et retombaient comme des jets de baleine, avec cette différence qu'elles ne cessaient de planer, au lieu de disparaître.
Dirigeant sa lunette sur ce spectacle, Achab tourna avec vivacité dans son trou à pivot, s'écriant « Dans la mâture, vite ! Et montez des seaux pour tremper les voiles. Les malais sont derrière nous, sœur. » Comme s'ils s'étaient trop attardés dans leur cachette des promontoires à guetter l'instant où le Pécode serait bien engagé dans les détroits, ces brigands asiatiques faisaient force rame à notre poursuite pour rattraper le temps perdu. Mais à l'aide d'un bon vent, le rapide Pécode était lui-même en pleine chasse. Au fond, c'était chic de la part de ces philanthropes basanés de nous talonner ainsi vers notre but. Ils étaient pour nous comme des fouets et des éperons. Achab, sa lunette sous le bras, arpentait le pont. Quand il allait à l'avant, il voyait les monstres qu'il chassait. Quand il allait à l'arrière, il voyait les pirates sanguinaires qu'il chassait, lui. Cette image dut se présenter à son esprit. Quand il regardait les murs verts du défilé d'eau en pensant qu'il menait vers sa vengeance, il se voyait ainsi par le même passage poussé vers son but meurtrier, par une troupe infernale de pirates inhumains et par toutes leurs malédictions. Toutes ces idées hantaient sa tête. Mais son front ridé et décharné était comme une plage de sable sombre, après l'équinoxe qu'il a laissé intact. De telles pensées ne troublaient qu'un bien petit nombre des hommes insouciants de l'équipage, et quand, après avoir semé les pirates de plus en plus loin derrière lui, le Pécode tourna du côté de Sumatra, la pointe de Kokato, à la verdure intense, pour émerger enfin dans les grandes eaux d'au-delà, les harponneurs semblèrent plus vexés de voir que les rapides animaux avaient pris de l'avance sur le navire, que réjouis de notre avance victorieuse sur les Malais. Mais, à force de suivre le sillage des cachalots, nous les vîmes à la longue diminuer de vitesse. Peu à peu, le navire s'en approcha et, comme le vent tombait, ordre fut donné de mettre les canots à la mer. Par cet instinct merveilleux attribué aux cachalots, à peine la troupe eut-elle conscience de la présence des 3 canots qui la poursuivaient, elle se trouvait pourtant à 1 mille de là, que ses membres, se ralliant en rang et bataillons tassés, tous leurs jets serrés, comme des lignes de flamboyantes baïonnettes, reprirent leur marche avec une vélocité redoublée. En caleçon et bras de chemise, nous bondîmes sur les poignées de pin de nos avirons, et, après plusieurs heures de nage, nous étions presque prêts à renoncer à la chasse quand, chez les cachalots, un mouvement général d'hésitation nous donna enfin la preuve encourageante qu'ils étaient sous l'influence de cette étrange perplexité qui fait dire aux pêcheurs que l'animal est affolé. Les colonnes martiales serrées de cachalots qui, jusque-là, avaient nagé avec persévérance et rapidité, se rompirent en désordre. Comme les éléphants du roi Porus dans la bataille contre Alexandre, ils parurent devenir fous de stupeur. Ils s'élançaient en toutes directions dans des rondes irrégulières, nageant çà et là sans but, et leurs jets courts et épais trahissaient visiblement la panique. Mieux encore, certains complètement paralysés flottaient à l'abandon, comme des vaisseaux désemparés. Si ces léviathans n'avaient été qu'un simple troupeau de moutons poursuivis sur un pâturage par 3 loups féroces, ils n'auraient pas pu manifester une plus grande terreur. Cette timidité exceptionnelle est le fait de presque toutes les créatures qui vont en troupeau. Bien qu'en bande d'une dizaine de milles, les buffles de l'Est, à la crinière léonine, ont été vus prenant la fuite devant un cavalier solitaire. Voyez aussi les êtres humains, attroupés dans le parterre d'un théâtre, comme ils se jettent follement vers les portes de sortie à la moindre alerte d'incendie. Se foulant, se bousculant, s'étouffant à mort les uns et les autres, sans aucun remords. Il ne faut donc pas s'étonner de l'affolement de nos cachalots, car nulle folie parmi les bêtes ne saurait surpasser la folie humaine. Comme nous l'avons dit, beaucoup de ces cachalots s'agitaient violemment, mais dans son ensemble, le troupeau restait à la même place, sans avancer ni reculer. Comme de coutume en pareil cas, les canots se séparèrent immédiatement, chacun choisissant un animal isolé à la lisière du banc. Au bout de 3 minutes environ, le harpon de Kikeg fut lancé. Le cachalot atteint nous éclaboussa la figure d'un embrun aveuglant, puis, se sauvant avec la rapidité de la lumière, gouverna tout droit vers le cœur du troupeau. Bien qu'on puisse plus ou moins prévoir un pareil mouvement, c'est là une des vicissitudes les plus périlleuses de la pêche.
car tandis que le monstre vous entraîne peu à peu au milieu du banc frénétique, vous pouvez dire adieu à la vie circonspecte. Vous n'existez plus que pour des sensations délirantes. Aveugle et sourd, le cachalot plongeait de l'avant, comme pour se débarrasser, par la vitesse, de la sangsue de fer qui s'était collée à lui. Nous filions, déchirant l'eau d'un sillon blanc. De toutes parts, les monstres affolés se ruaient vers nous. Notre embarcation était comme un navire entouré d'icebergs dans la tempête et qui essaie de se frayer une route dans le dédale de tous ces détroits et de tous ces passages sans savoir s'il ne va pas être d'un moment à l'autre encerclé et écrasé. Nullement intimidé, Quiquec gouvernait avec noblesse, tantôt s'écartant de tels monstres qui nous barraient la route, tantôt louvoyant pour éviter tel autre dont la colossale nageoire de queue se balançait au-dessus de nos têtes. Pendant tout ce temps, Starbuck se tenait à l'avant pour repousser à coups de lance les cachalots qu'il pouvait atteindre par des traits courts, car il n'avait pas le temps d'en envoyer de longs. Les rameurs non plus ne restaient pas inactifs, bien qu'ils fussent dispensés de leur tâche habituelle. Leur principale affaire était de gueuler. « Ôte-toi de là, Commodore !» criait l'un. Un grand dromadaire qui, subitement, émergeait à la surface en menaçant un instant de nous engloutir. « Bas la queue, là-bas !» hurlait un autre à un second animal qui, tout près de notre plat-bord, semblait tranquillement s'éventer avec sa queue. Toutes les baleinières portent de curieux appareils inventés originellement par les Indiens de Nantucket et nommés des drogues. 2 épais carrés de bois d'égale dimension sont appliqués fermement l'un contre l'autre, de façon que le fil de leur bois se croise à angle droit. Une ligne considérable est attachée au milieu de ce bloc et son autre bout, pourvu d'un nœud coulant, peut être en une seconde fixé à un harpon. C'est surtout avec les cachalots affolés qu'on emploie les drogues, car en ce cas, il y a plus d'animaux autour de vous que vous n'en pouvez chasser à la fois. Mais ce n'est pas chaque jour qu'on rencontre des cachalots. Il faut donc en tuer autant qu'on peut. Et puisqu'on ne peut les tuer tous, il faut leur mettre du fer dans l'aile pour les achever ensuite à loisir. C'est à ce moment-là qu'on se sert des drogues. Notre canot possédait 3 drogues. La première et la seconde furent lancées avec succès, et nous vîmes les cachalots atteints se sauver en roulant, entravés par l'énorme résistance oblique de la drogue, qu'ils remorquaient. Ils étaient paralysés comme des malfaiteurs ayant au pied la chaîne et le boulet. Il en alla autrement du troisième. Au moment où le lourd bloc de bois était lancé par-dessus bord, il attrapa par-dessous un des sièges du canot, l'arracha en une seconde et l'emporta. Le rameur, dont le siège se dérobait sous lui, tomba au fond du canot. Des 2 côtés, la mer entra par les planches disjointes, mais nous arrêtâmes les fuites en bourrant provisoirement les trous avec 2 ou 3 caleçons et chemises. Il aurait été impossible de lancer ces harpons de drogue si, au fur et à mesure que nous entrions dans le troupeau, la vitesse de notre cachalot remorqueur n'avait diminué. Par-dessus le marché, plus nous nous éloignions de la circonférence des rondes, plus le terrible tumulte se calmait. Lorsque le harpon s'échappa enfin du corps de l'animal et qu'il disparut de côté, la force affaiblie de sa vitesse initiale lança notre air entre 2 cachalots, en plein cœur du banc. Comme si quelque torrent montagnard nous avait fait glisser dans le lac serein d'une vallée. Ici, les houles des vagues abruptes que creusaient les cachalots des bords extrêmes de la ronde se faisaient encore entendre. Mais on ne les sentait plus. Dans l'espace central, la mer satinée était comme d'huile, sous la graisse subtile que dégage le cachalot à ses moments de bonne humeur. Oui, nous avions atteint ce calme enchanté, qui, dit-on, dort au milieu de tous les typhons. Au loin, on voyait toujours dans le tumulte le tourbillon des rondes extérieures, et on apercevait des troupes de 8 à 10 cachalots qui tournaient en rond rapidement, comme des chevaux de cirque accouplés, si bien épaulés les uns aux autres qu'un écuyer titan aurait pu faire le saut périlleux sur le dos de ceux du milieu. Nous ne pouvions pas nous échapper du milieu d'une telle épaisseur de bêtes. Il nous fallait attendre l'ouverture d'une brèche dans le mur vivant qui nous cernait. Mur qui ne nous avait permis d'entrer que pour mieux nous enfermer. Comme nous nous tenions au centre du lac,
nous recevions visite de temps à autre de petites vaches paisibles et de leurs veaux, les femmes et les enfants de cette armée en déroute. Or, étant donné que les rondes tournaient à de grands intervalles et que de grands espaces séparaient les troupeaux les unes des autres dans chaque ronde, la surface occupée par cette multitude était à peu près de 2 à 3 milles carrés. De notre canot bas, on pouvait voir jaillir des jets jusqu'au fond de l'horizon, et ce n'était pas très encourageant. J'en parle pour faire remarquer que ces femelles et leurs petits étaient comme des vaches et des veaux, parqués exprès dans des packages fermés. Comme si la largeur d'étendue du troupeau leur avait empêché d'apprendre la cause véritable de l'arrêt de sa fuite, ou peut-être parce qu'ils étaient jeunes et inexpérimentés. Ces tout petits cachalots venaient de temps à autre rendre visite à notre canot encalminé. Au centre du lac, ils montraient un courage confiant dont il était difficile de ne pas s'émerveiller. Comme des chiens familiers, ils venaient flairer autour de nous et frôler nos bordages. Kikeg leur caressait le front de la main. Starbuck leur grattait le dos avec sa lance, mais, de crainte des conséquences, s'obstinait momentanément d'y planter le harpon. Or, loin de dessous de ce monde merveilleux de la surface, un monde encore plus étrange s'offrait à nos yeux quand nous nous penchions. Comme suspendus dans les profondeurs aquatiques, flottaient les formes des mers nourrices cachalotes, et celles qui, à en juger par leurs contours énormes, devaient bientôt le devenir. Le lac, comme je l'ai dit déjà, était prodigieusement transparent jusqu'à une grande profondeur. Et comme les enfants des hommes qui, tout en tétant, regardent calmement et fixement autre chose que les seins qui les allaitent, comme s'ils menaient 2 vies différentes, et tandis qu'ils sucent une nourriture naturelle, se repaissent de quelques surnaturelles réminiscences. De même, ces jeunes cachalots semblaient regarder vers nous, mais pas nous-mêmes. Nous devions être à leurs yeux nouveau-nés comme une poignée d'algues de golfe. Flottant à leur côté, les mères paraissaient aussi nous regarder placidement. L'un de ces petits qui, d'après certains indices, ne devait pas compter plus d'1 jour, mais qui, néanmoins, faisait bien 14 pieds de long et 8 pieds à la taille, folâtrait avec un corps qui semblait à peine remis de la position confortable qu'il avait occupée dans le réticule maternel. Car le fœtus de la baleine se tient courbé tête à queue, comme un arc tartare pour le bondissement final. Ses délicates nageoires de côté et les palmes de sa queue conservant encore cet aspect froissé et ridé des oreilles d'un bébé débouchant dans notre monde. « La ligne ! Cria Kikeg. Penché sur le bordage, lui attrapé. Qui l'a ligné? Qui l'a frappé? 2 d'un coup, une grosse, une petite. Qu'est-ce qui te prend, mon bonhomme? S'enquit Starbuck. Regarde ici, toi, répondit Kikeg en montrant les fonds. Lorsque la baleine frappée s'est enfoncée, des centaines de brasses de ligne, après avoir coulé profond, remontent de nouveau avec des boucles relâchées flottant doucement en spirale vers l'air. De même, à ce moment, Starbuck vit les longs rouleaux de la corde ombilicale de Madame Léviathan, à laquelle était attaché le jeune cachalot. Il advient souvent, dans les hasards de la chasse, que cette ligne naturelle s'en mêle avec la ligne de chanvre, de sorte que le petit est capturé. Un des plus rares secrets des mers nous était ainsi divulgué dans cet étang enchanté. Nous voyions de jeunes amours léviathanesques dans les profondeurs. Le cachalot, de même que toutes les espèces de léviathans, mais contrairement à la plupart des autres poissons, engendre indifféremment en n'importe quelle saison, après une gestation qui dure probablement 9 mois, et avec une seule naissance. Quoiqu'on ait vu parfois naître un Ésaü et un Jacob, et dans ce cas, 2 tétons supplémentaires apparaissent de chaque côté de l'anus, mais les mamelles véritables s'étalent plus haut. Lorsque par hasard ces précieuses parties d'une baleine nourrice sont coupées par la lance d'un chasseur, le lait de la mer et son sang rivalisent à qui recouvrira la couleur de la mer sur de grandes étendues. Son lait est riche et très crémeux. Il a été goûté par l'homme et on en accommoderait très bien les fraises. Bien qu'environnés de consternation et de terreur, ces créatures mystérieuses vaquaient à leur paisible affaire, au centre tranquille du malheur. S'y abattant sereinement avec délice,
Ainsi, pour moi-même, au cœur de l'Atlantique tourmenté de mon être, il m'arrivait de jubiler dans un calme muet, tandis que les planètes néfastes gravitent sans fin autour de moi, sans toucher la place profonde et intime où baigne l'étincelle de ma joie. Alors que nous restions ainsi, comme envoûtés, les brusques spectacles d'agitation frénétique, à une certaine distance, prouvaient l'activité des autres baleinières toujours occupées à droguer, les cachalots à la lisière de la foule, ou peut-être à livrer bataille à l'intérieur de la première ronde, où elles pouvaient avoir trouvé du champ libre et des commodités pour la retraite. Mais la vue des animaux enragés par la drogue, qui de temps en temps s'élançaient aveuglement ci et là, à travers les différents cercles, n'était rien en comparaison de ce que nos yeux rencontrèrent finalement. Quelquefois, quand on se trouve accroché à un cachalot d'une puissance et d'une agilité peu communes, on cherche à l'estropier pour ainsi dire, en coupant ou en meurtrissant le gigantesque tendon de sa queue. Cela se fait en lançant une bêche tranchante à manche court, attachée à une corde qui sert à la ramener. Un cachalot ainsi blessé, comme nous l'apprîmes par la suite, mais sans doute d'une manière insuffisante, s'était brusquement éloigné d'une baleinière en emportant la moitié de la ligne du harpon. Et dans l'extraordinaire agonie de sa blessure, il fondait maintenant par le travers de rondes tournoyantes, semant la terreur sur son passage comme Arnold, le désespéré, seul à cheval à la bataille de Saratoga. Cette blessure aurait déjà été suffisamment atroce, mais l'horreur particulière qu'il nous parut inspirer au troupeau avait une autre raison qu'au premier abord la distance nous cacha. Nous nous aperçûmes enfin que, par suite d'un de ces accidents imprévisibles, de la chasse, l'animal s'était entortillé dans la ligne du harpon. Et quand il avait pris la fuite, il avait aussi la bêche acérée dans le corps. Or, comme le bout libre de la corde fixée à cette arme s'était pris dans la ligne du harpon enroulé autour de sa queue, le tranchant de la bêche avait fini par sortir de sa chair, de sorte que, fou de douleur, l'animal battant l'eau secouait maintenant comme un fléau sa queue flexible et frappait autour de lui avec la bêche qui blessait et tuait ses propres compagnons. Ce spectacle terrible arracha le troupeau à sa frayeur immobile. Les cachalots qui formaient les bords de notre lac se massèrent et culbutèrent les uns sur les autres, comme s'ils eussent été secoués par de grosses lames venues de loin, mais ayant encore presque toute leur force. Puis le lac lui-même commença à se gonfler lentement. Les chambres nuptiales et les nurseries sous-marines s'effacèrent. Par ondes en spirale, les cachalots des cercles voisins du centre se serrèrent les uns contre les autres. La longue accalmie prenait fin. On entendit approcher un sourd grondement et, semblable aux tumultueuses masses de glaçons de l'Hudson dans la débâcle de printemps, toute la troupe des cachalots déferla dans le grand rond intérieur où elle semblait vouloir s'entasser en montagne. Sur le champ, Starbuck et Kikeg changèrent de place. Starbuck prit l'arrière. « Au rame !» souffla-t-il d'une voix troublée en saisissant la barre. « Cramponnez-vous aux rames et empoignez votre courage avec « Bon Dieu, les gars, attention, vous, Kikeg, décrochez-le, celui-là, piquez-le, frappez-le, debout, debout, ne bougez plus, souquez, mes gars, tirez, mes gars, ne vous occupez pas de leur dos, grattez-les, grattez-les !» Le canot fut serré entre deux énormes masses noires, laissant juste un étroit passage. Dans un effort désespéré, nous y forçâmes la nage tout en guettant une autre issue. À plusieurs reprises, nous l'échappâmes belle, puis nous glissâmes dans l'intervalle entre deux rondes. Mais il était à tout moment traversé par des cachalots qui semblaient tous violemment attirés vers le centre du système. Notre heureuse délivrance fut payée bon marché par la perte du chapeau de Kikeg, qui, debout à l'avant, pour piquer les animaux fugitifs, se le vit emporter par le tourbillon d'air provoqué tout près de nous par le brusque balancement de deux énormes queues. Si tumultueuse et désordonnée que fut maintenant la panique générale, elle ne tarda pas à se résoudre en ce qui nous parut être un mouvement méthodique, car, enfin, après avoir formé un seul bloc, les animaux reprirent leur fuite avec une vitesse augmentée. Les poursuivre plus loin n'eût servi à rien.
Mais les baleinières s'attardèrent un peu dans leur sillage pour essayer de retrouver les baleines drogues de l'arrière-garde et en amarrer une que Flasque avait tuée et oueffée. Le ouef est une hampe ferrée pointue, surmontée d'une flamme. Chaque baleinière en emporte 2 ou 3. On les enfonce dans le corps flottant des bêtes mortes, pour marquer leur place sur la mer quand d'autres animaux sont en vue et qu'on veut les chasser. Ils servent aussi de marque de possession au cas où les baleinières d'un autre navire s'en approcheraient. Le résultat de cette randonnée de nos embarcations illustre le dicton plein de sagesse des pêcheurs. Plus il y a de baleines et moins on en prend. De tous les cachalots drogués, un seul fut capturé. Le reste réussit à s'échapper cette fois-là, mais seulement pour être ramassé, comme on le verra plus tard, par un autre bâtiment que le Pécode. École et maître d'école. Le chapitre précédent parle d'une immense concentration de cachalots, ainsi que de la raison probable de telle concentration. Or, bien que d'aussi grandes compagnies soient parfois rencontrées, néanmoins, comme on a dû s'en apercevoir, même de nos jours, de petites bandes détachées sont observées de temps à autre, comprenant chacune de 20 à 50 individus. De telles bandes sont nommées écoles. Ils sont généralement de 2 sortes, ceux composés presque exclusivement de femelles et ceux qui ne rassemblent que de vigoureux jeunes mâles, ou taureaux, comme on les nomme familièrement. Invariablement, un grand mâle adulte accompagne le banc des femelles et, en cas d'alarme, fait montre de courage en restant en arrière, pour couvrir vaillamment la fuite de ces dames. À la vérité, ce gentleman est un ottomane luxurieux, nageant partout dans le monde de l'eau, entouré des tendresses et des cajoleries de tout un harem. Le contraste entre cet ottomane et ses concubines est frappant. Il est toujours de proportions énormes, tandis que les dames, même adultes, n'ont pas plus d'un tiers de la grandeur d'un mâle moyen. Comparativement, elles sont même délicates, ne dépassent pas 12 mètres de tour de taille. Cependant, par la force des choses, on peut dire qu'elles sont en bon point. C'est chose curieuse que de voir ce seigneur et son harem dans leurs indolentes promenades. Comme les gens du monde, ils sont toujours en quête de nouveau. Vous les rencontrez sur la ligne, juste au temps de la pleine fleur saisonnière, de la nourriture équatoriale. Arrivant tout juste des mers du Nord, où sans doute ils ont passé l'été, évitant ainsi la déprimante fatigue des chaleurs. Quand ils ont longuement bagnaudé sur les promenades de l'équateur, ils se mettent en route pour les eaux orientales, afin de devancer là la saison fraîche et éviter ainsi les températures excessives de l'année. Au cours de ces déplacements, si quelque chose d'insolite ou d'inquiétant est aperçu, Monseigneur Cachalot garde un œil attentif sur son intéressante famille. Si quelque impertinent jeune Léviathan rôde par là et s'approche en confidence d'une de ces dames, il faut voir avec quelle prodigieuse furia notre pacha le charge et le chasse. Où irions-nous, n'est-ce pas, si de jeunes libertins sans principe se permettaient d'attenter à la sainteté du bonheur domestique? Cependant, quoi qu'il en soit, le pacha ne peut empêcher le don Juan le plus notoire d'entrer dans son propre lit, car, hélas, tous les poissons ont un lit commun. De même qu'à terre, les dames sont souvent cause des plus terribles duels entre les admirateurs rivaux, de même les dames baleines sont l'enjeu de luttes mortelles. Tout cela pour l'amour. Les cachalots s'escriment avec leurs longues mâchoires inférieures qui parfois s'accrochent ensemble, et ils luttent ainsi pour la suprématie, comme les élans sauvages entrelacent leurs ramures. On en capture pas mal qui portent les cicatrices profondes de ces rencontres. Têtes entaillées, dents cassées et, dans certains cas, bouches tordues et disloquées. Mais à supposer que le perturbateur du bonheur domestique soit mis en fuite à la première attaque du seigneur du harem, il devient très divertissant de regarder le dit seigneur. Doucement, il insinue sa vaste masse parmi ses femmes et de nouveau se divertit un moment, comme le pieux Salomon parmi ses 1000 concubines. Si d'autres baleines sont en vue,
Les pêcheurs ne donnent rarement la chasse à un de ces grands Turcs, car ils sont trop prodigues de leur force et, de ce fait, leur graisse est mince. Quant aux fils et aux filles qu'ils mettent au monde, il leur faut se suffire à eux-mêmes et seulement compter sur l'aide maternelle. Ils sont comme certains autres amants errants et omnivores qu'on pourrait nommer. Quoiqu'il ait beaucoup de goût pour le boudoir, le seigneur Cachalot n'en a aucun pour la nurserie. Et comme il est grand voyageur, il sème donc ses bébés anonymes un peu partout dans le monde. Mais le temps vient néanmoins où l'ardeur de la jeunesse décline, où les ans et les vertus augmentent, où la réflexion impose ses silences solennels. Bref, où une lassitude générale saisit notre Turc rassasié. Alors un amour du confortable et de la vertu remplace l'amour des femmes, et il entre dans l'étape impotente, pénitente, admonestante de la vie. Il abjure, disperse le harem, et devenu une vieille barbe boudeuse et exemplaire, il erre parmi méridiens et parallèles, disant ses prières, mettant en garde chaque jeune léviathan contre ses propres erreurs amoureuses. Les pêcheurs nomment le harem des baleines une école, et le seigneur est maître de ce collège, il l'appelle techniquement le maître d'école. Le plaisant de la chose est qu'après avoir été lui-même à l'école, il s'en aille par le monde, enseignant non pas ce qu'il a appris, mais la vanité de son ignorance. Son titre de maître d'école semblerait provenir du nom donné au harem lui-même. Certains supposent que le premier qui a ainsi baptisé cette sorte de cachalot ottomane devait avoir lu les mémoires de Vidocq. Il savait quelle sorte de maître d'école de campagne était dans sa jeunesse ce célèbre Français, et la nature des leçons occultes qu'il donnait à certains de ses élèves. La même vie de retraite et d'isolement que pratique le maître d'école dans son vieil âge est menée par tous les cachalots âgés. Presque toujours, le cachalot solitaire se trouve être comme le vénérable Daniel Bonne, à la barbe moussue, sans personne auprès de lui, que la nature qu'il prend comme épouse dans le désert des eaux. Et elle lui est la meilleure des femmes, bien qu'elle garde pour elle tant de sombres secrets. Les écoles composées de jeunes et vigoureux mâles dont il a été parlé offrent un grand contraste avec celles du harem. Car tandis que ces femelles sont de caractère timide, les jeunes mâles, 40 tonneaux, taureaux, comme on les appelle, sont de beaucoup les plus batailleurs de tous les léviathans, et à en croire le proverbe, les plus dangereux à rencontrer, exception faite de ces merveilleux cachalots à tête grise, qu'on rencontre parfois et qui luttent contre vous comme d'horribles diables. Les écoles de 40 tonneaux, taureaux, sont plus fournies que celles du harem. Comme une foule de jeunes collégiens, ils sont pleins d'un esprit batailleur, drôlatique et de méchanceté. Et ils dévalent de par le monde à un train si follement joyeux qu'aucune compagnie d'assurance prudente ne les assurerait, pas plus que ne le ferait pour un garçon turbulent de Yale ou de Harvard. Mais cette turbulence les quitte vite, et lorsqu'ils sont aux 3/4 adultes, ils rompent avec le reste de la compagnie et s'en vont séparément à la recherche d'une position, c'est-à-dire d'un harem. Une autre différence entre les écoles de mâles et de femelles est caractéristique des sexes. Mettons qu'un 40 tonneaux taureau soit harponné. Pauvre diable, aussitôt ses copains le quittent. Mais si vous frappez un membre du harem, vous voyez ses compagnons nager autour de la blessée avec tous les signes de la sollicitude. Et parfois, elle s'attarde si longtemps près d'elle qu'elles deviennent elles-mêmes des proies. Poisson attaché et poisson perdu. L'allusion au wef et au drapeau de wef dans l'avant-dernier chapitre demande un éclaircissement sur les lois et règlements de la pêcherie de baleines, dont le wef est peut-être la plus importante marque et le plus grand symbole. Il arrive souvent que lorsque plusieurs vaisseaux font croisière ensemble, une baleine peut être frappée par un des vaisseaux, puis s'échapper, pour finalement être tuée et capturée par un autre, et qu'ainsi, elle nécessite un certain nombre de petites lois dans le partage de cet important gibier. Par exemple, après une chasse périlleuse et fatigante et la capture d'une baleine, il peut arriver que la carcasse se détache du vaisseau à cause d'un orage violent, et qu'elle s'éloigne très loin à la dérive
pour être reprise par un autre baleinier qui, dans une accalmie, la remorque confortablement sans risque aucun. Des disputes blessantes et violentes ne manqueraient pas de s'élever alors s'il n'y avait quelque loi universellement admise, écrite ou non, et applicable à tous les cas. Peut-être que le seul code baleinier enregistré par acte législatif est celui de la Hollande. Il fut décrété par les États généraux de 1795. Mais bien qu'aucune autre nation n'ait jamais eu de loi baleinière écrite, les pêcheurs américains ont été leurs propres législateurs et juges dans cette affaire. Ils ont fourni un système qui, par l'élégance et la netteté de son esprit, surpasse les pédectes de Justinien et les règlements de la société chinoise, pour supprimer l'ingérence dans les affaires d'autrui. Oui, ces lois pourraient être gravées sur un sou de la reine Anne ou sur la pointe d'un harpon, et portées autour du cou, tant elles sont brèves. 1. Un poisson attaché appartient au harpon attaché à lui. 2. Un poisson perdu appartient à qui l'attrape le plus vite. Mais ce qui joue des tours diaboliques à ce maître code est son admirable brièveté, qui nécessite un énorme volume de commentaires explicatifs. Primo, qu'est-ce qu'un poisson attaché ? Mort ou vif, un poisson est techniquement attaché lorsqu'il est lié de façon ou d'autre au vaisseau, et d'une façon contrôlable, par le ou les occupants. Que ce soit par un mât, par une rame, par un câble de 9 pouces, par une ficelle ou par un fil de télégraphe, cela est égal. De même, techniquement, un poisson est attaché lorsqu'il porte un wef ou quelque autre marque de possession reconnue. Car le fait de porter un wef indique justement que l'on a l'intention de s'attacher cette baleine et qu'on le fera dès que ce sera possible. Ce sont là commentaires scientifiques, mais les commentaires des baleiniers consistent souvent en paroles dures et en coups plus durs. Il faut dire que parmi les droits et honorables baleiniers, on admet des cas spéciaux où il serait injuste et outrageusement immoral de réclamer la possession d'une baleine antérieurement chassée et tuée par d'autres. Mais tous n'ont pas les mêmes scrupules. Il y a quelque 50 ans, un cas curieux de litige pour la restitution d'une baleine se présenta en Angleterre. Les plaignants disaient qu'après une chasse périlleuse dans les mers du Nord, une certaine baleine qu'ils avaient réussi à harponner avait dû être abandonnée. Leur vie ayant été mise en danger, ils avaient dû même abandonner leur ligne ainsi que leur canot lui-même. Les défendeurs, l'équipage d'un autre navire, arrivèrent près de la baleine, la frappèrent, la tuèrent, la saisirent et finalement se l'approprièrent sous les yeux même des plaignants. Et lorsqu'on fit des remontrances au capitaine défendant, celui-ci fit claquer ses doigts au nez des plaignants, et il leur dit que par-dessus le marché, il allait maintenant garder leur ligne, leur harpon et le canot, qui étaient demeurés attachés à la baleine au moment de la capture. D'où les plaignants réclamaient maintenant la restitution de la valeur de la baleine, ainsi que celle des lignes, du harpon et du canot. M. Erskine était l'avocat des défendants. Lord Ellenborough était le juge. Au cours de la défense, le spirituel Erskine illustra sa position en faisant allusion à une affaire récente dans laquelle un monsieur, après avoir essayé en vain de brider la nature vicieuse de sa femme, l'avait finalement abandonné sur les mers de la vie. Mais, dans la suite des années, se repentant, il instituait une action en justice pour rentrer en sa possession. Erskine défendait le contraire, et il soutenait en disant que, bien que le monsieur ait originellement harponné la dame et d'abord bien attaché, la tension provoquée par la nature vicieuse et plongeante de celle-ci l'avait forcé à l'abandonner. Ce faisant, elle devenait un poisson perdu, et donc, un monsieur nouveau, la reharponnant, elle devenait la propriété de ce nouveau monsieur, quel que soit le harpon précédent qu'il ait pu trouver en elle. Pour le présent cas, Erskine prétendait que les exemples de la dame et celui de la baleine s'éclairaient réciproquement. Ces plaidoiries et contre-plaidoiries entendues, le très savant juge, en termes très nets, décida ainsi. Quant au canot, il l'adjugeait aux plaignants,
parce qu'il avait été contraint de l'abandonner pour sauver leur vie. Mais en ce qui concernait la baleine controversée, ainsi que le harpon et les lignes, ils étaient la propriété des défendants. La baleine parce qu'elle était un poisson perdu au moment de la capture finale, et le harpon et les lignes parce que, lorsque la baleine s'était enfuie avec eux, il, le poisson, avait acquis la propriété de ces articles et que donc, quiconque prenait ensuite ce poisson avait droit à eux. Un homme ordinaire considérant cette décision du très savant juge pourrait bien y trouver à redire. Mais labouré jusqu'au roc, cette affaire met en lumière les deux grandes lois jumelles baleinières évoquées ci-dessus. Appliquées et éclairées par Lord Ellenborough, dans le cas précédent, ces deux lois touchant les poissons attachés et les poissons perdus se trouvent être à la base de toute jurisprudence humaine. Car malgré ces scrupules compliqués, le temple de la loi, comme le temple des Philistins, n'a que deux piliers pour le soutenir. N'est-il pas un dicton qui est sur toutes les lèvres ? La possession fait la moitié de la loi. Est-ce à dire qu'on n'a pas à voir comment la chose est devenue possession ? Mais souvent, la possession est la loi entière. Que sont les muscles et âmes des serfs russes et des républicains russes, sinon des baleines attachées dont la possession est la loi entière ? Qu'est le dernier denier de la veuve pour le propriétaire rapace, sinon un poisson attaché ? Qu'est la belle maison de marbre de ce scélérat non démasqué, avec une plaque sur sa porte en guise de ouef, sinon un poisson attaché ? Qu'est l'escompte ruineux que Mordecai exige du pauvre Wibigone, sur un emprunt pour empêcher la famille de Wibigone de crever de faim ? Qu'est cet escompte ruineux, sinon un poisson attaché ? Que sont les 100 000 $ de rente de l'archevêque de Save Soul, provenant du maigre pain et du fromage de centaines de mille de laboureurs à l'échine rompue, tous certains d'aller au ciel sans le secours de Save Soul ? Qu'est ce chiffre rond de 100 000, sinon un poisson attaché ? Que sont les villes et les villages du duc de Dunder, sinon des poissons attachés ? Qu'est la pauvre Irlande pour John Bull, ce harponneur redouté, sinon un poisson attaché ? Qu'est pour ce harponneur apostolique, frère Jonathan, le Texas, sinon un poisson attaché ? Pour tout cela, la possession n'est-elle pas la loi tout entière ? Mais si la doctrine du poisson attaché est généralement applicable, la doctrine du poisson perdu l'est plus encore, car elle l'est internationalement et universellement. Qu'était l'Amérique en 1492, sinon un poisson perdu dans lequel Colomb planta l'étendard espagnol comme ouef pour ses royaux maîtres et maîtresses ? Qu'était la Pologne pour le tsar, la Grèce pour le Turc, l'Inde pour l'Angleterre ? Enfin, que sera le Mexique pour les États-Unis ? Tous des poissons perdus. Que sont les droits de l'homme et les libertés du monde, sinon des poissons perdus ? Que sont les idées et les opinions de tous les hommes, sinon des poissons perdus ? Qu'est en eux le principe de la croyance religieuse, sinon un poisson perdu ? Que sont les pensées des philosophes pour les plagiaires pleins de vanité, sinon des poissons perdus ? Qu'est le grand globe lui-même, sinon un poisson perdu, et aussi un poisson attaché ? Tête ou queue ? De balena vero sufficit si rex habeat caput et regina codam. Bracton. D'après ce latin des livres de loi de l'Angleterre, il ressort que de toutes les baleines capturées par quiconque sur les côtes de ce pays, le roi, en tant que grand harponneur honoraire, doit recevoir la tête. À la reine, la queue doit être offerte respectueusement. Pour la baleine, cette division est à peu près comme si on partageait une pomme en deux. Entre les deux parts, il ne reste rien. Or, comme cette loi, sous une forme modifiée, reste en vigueur en Angleterre jusqu'à présent, et qu'elle offre une étrange anomalie en ce qui concerne divers points de la loi des poissons attachés et des poissons perdus, nous en ferons ici un chapitre à part, de par le même principe courtois qui veut que le chemin de fer anglais fasse les frais d'un wagon à part, réservé aux besoins de la royauté. Comme preuve curieuse que ladite loi est encore en vigueur, j'évoquerai d'abord une circonstance advenue au cours de ces 2 dernières années.
Il paraît que quelques braves marins de Douvres ou de Sandwich, ou d'un des 5 ports, avaient réussi, après une dure chasse, à tuer et à échouer sur une plage une baleine magnifique qu'ils avaient auparavant aperçue très loin de la côte. Or, les 5 ports sont en partie sous la juridiction d'une sorte de gendarme ou de bedeau qu'on nomme un lord gardien. Il tient son office directement de la couronne, je crois. Par allocation, tous les revenus royaux appartenant aux 5 ports deviennent siens. Certains écrivains disent que cet office est une sinécure, mais c'est faux, parce que le lord gardien a parfois fort à faire pour empocher ses émoluments, qui sont à lui surtout du fait qu'il les empoche. Or, quand ces pauvres marins brûlés de soleil, pieds nus, leurs pantalons roulés sur leurs jambes d'anguille, eurent, après de gros efforts, halé le gros poisson sur la plage, se promettant d'en tirer quelques bonnes 150 livres sterling, et que déjà, en pensée, ils sirotaient un thé de choix avec leurs femmes et de la bonne bière avec leurs copains, tout cela tiré de leurs parts respectives, ils virent arriver un très savant, très chrétien et très charitable gentleman portant une copie de Blackstone sous son bras, et qu'il passa sur la tête de la baleine en disant « Bas les mains, ce poisson, mes maîtres, est un poisson attaché. Je le saisis au nom de Lord Gardien. » Sur ce, les pauvres marins, dans leur consternation respectueuse, si spécifiquement anglaise, ne sachant que répondre, se mirent à gratter vigoureusement leur tête, tout en regardant alternativement, avec tristesse, la baleine et l'étranger. Mais ça n'arrangera pas du tout l'affaire, et cela n'attendrit nullement le cœur dur du savant gentleman porteur du Blackstone. Finalement, l'un d'eux, qui s'était longtemps gratté pour trouver des idées, eut le courage de parler. « S'il vous plaît, sœur, qui est le lord gardien ?»« Le duc. »« Mais le duc n'a rien fait pour attraper ce poisson. Il est à lui. »« Nous avons eu de grosses difficultés, du danger et quelques frais. Et est-ce que tout ça doit aller au duc? N'aurons-nous rien d'autre pour notre peine que des ampoules? Il est à lui. Le duc est-il donc si pauvre qu'il soit contraint de gagner sa vie de cette façon désespérée? Il est à lui. J'avais cru pouvoir aider ma vieille mère alitée avec un peu de ma part de cette baleine. Elle est à lui. Le duc ne se contenterait-il pas d'un quart ou d'une moitié? Elle est à lui. » En un mot, la baleine fut saisie et vendue, et sa grâce, le duc de Wellington, reçut l'argent. Croyant qu'en considération des circonstances particulières, le cas pouvait être réglé avec moins de rigueur, un honnête clergyman de la ville adressa une requête respectueuse à sa grâce, la suppliant de bien vouloir prendre en considération le cas de ces malheureux marins. À quoi monseigneur le duc répondit en substance, les 2 lettres furent publiées, que pareil cas s'était déjà présenté et qu'il avait toujours reçu l'argent, et qu'aussi le révérend clergyman lui ferait grand plaisir en ne se mêlant plus dorénavant des affaires d'autrui. C'est donc là le vieillard qui ne désarme pas, debout au coin des 3 royaumes, pour exiger l'aumône des pauvres. On comprend facilement qu'en l'occurrence le soi-disant droit du duc lui était dévolu par le souverain. Il nous faut donc demander au nom de quel principe le souverain a pu être originairement investi de ce droit. La loi elle-même a été mentionnée, mais Plowdon nous en donne l'explication. Selon lui, la baleine ainsi capturée appartient au roi et à la reine, à cause de son excellence supérieure. Et les meilleurs commentateurs ont toujours considéré cela comme une raison suffisante. Mais pourquoi le roi a-t-il la tête et la reine la queue? Donnez une raison à cela, homme de loi. Dans son traité, Trésor ou dot de la reine, un vieil auteur, ayant droit au banc du roi, un certain William Prynne, dit ceci. La queue est à la reine afin que la robe de sa majesté puisse être munie de baleines. Or, ceci fut écrit à une époque où l'os souple et noir de la baleine du Groenland était très employé pour les corsages de dames. Mais cet os-là ne se trouve pas dans la queue. Il est dans la tête, ce qui est une triste erreur de la part d'un avocat tel que Prynne. Et la reine est-elle une sirène pour qu'on lui propose une queue? Une signification allégorique se cache peut-être là. Il y a 2 sortes de poissons royaux, ainsi dénommés par les scribes des lois anglaises. C'est la baleine et l'esturgeon.
Tous deux sont propriétés royales dans une certaine limite et, nominalement, fournissent le 10e du revenu ordinaire de la couronne. Je n'ai pas connaissance qu'aucun auteur ait touché ce sujet, mais par déduction, il me semble que l'esturgeon doit être divisé de la même manière que la baleine, le roi recevant la tête très dense et très élastique de ce poisson, ce qui, considéré symboliquement, peut être basé humoristiquement sur quelque affinité présumée. Et il semble ainsi qu'il y ait une raison dans toute chose, même dans les lois.